Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, Dans cette vidéo, on va commencer le chapitre 4. Donc, on va définir l'intégrale de Lebesgue, établir ses propriétés et démontrer des résultats très utiles en intégration et en mathématiques aussi. Bon, on va d'abord commencer par une petite introduction, un petit rappel sur l'intégrale de Riemann, soit phi de AB vers R, ici je l'ai oublié, soit phi de AB vers R, une fonction en escalier, associée à la subdivision sigma A0, A1, AN. Donc ça veut dire que phi est constante sur chaque intervalle AI plus 1. Donc phi de x est égal à alpha i, une constante bien sûr, quel que soit x appartient à AI plus 1, quel que soit i appartient à 0, 1, n moins 1. n moins 1 ici parce qu'on a AI plus 1, indice i plus 1. Donc phi s'écrit, on a déjà vu ça au chapitre 1, phi s'écrit alors sigma de i égale 0 à n moins 1 alpha i qui a i plus 1, et alpha i est l'image par phi de des éléments de cet intervalle. Ok. Puis plus sigma de i égale 0 à n phi de ai qui de ai. Phi de ai bien sûr c'est l'image de ai. Ok. Ici, on n'a pas mentionné les images des éléments de la subdivision parce qu'ils n'interviennent pas dans la définition de l'intégrale de Riemann, tout simplement. Ils peuvent être quelconques. On va remarquer d'abord que toute fonction, on l'a déjà signalé au chapitre 1, que toute fonction en escalier est une fonction étagée, même borélienne. Hein, c'est une fonction étagée borélienne parce que les intervalles sont des boréliens. Donc la fonction caractéristique d'un intervalle est une fonction borélienne. Donc là, vous avez une combinaison linéaire de fonctions borélienne, donc c'est une fonction borélienne. Là, donc on représente la fonction phi, voilà une représentation de phi. Et donc vous avez le A0, A0, A1, A1, A2, A2, A3, et ainsi de suite, jusqu'à AN-1, AN. Sur A0, A1, elle prend la valeur alpha 1. Ok. Je ne sais pas si... donc sur AI, il prend alpha I. Sur AI plus 1. D'accord, donc là, ça doit être alpha 0 ici. C'est pas alpha 1. C'est alpha 0. Et ici, c'est alpha 1. OK. Et là, c'est alpha n-1. Là, c'est bon. Ici. Sur l'intervalle AN-1 à L, l'image, c'est alpha n-1. OK. Voilà, donc, c'est bien une fonction en escalier. Vous voyez les images des points. Par exemple, le point A0, son image, c'est ce point-là. C'est là, pas là. C'est ce réel-là. L'image de 1, 1. Pardon. Je vois un petit peu. Oui, ah, voilà. L'image de A1, c'est voilà. L'image de A1, c'est alpha 2. L'image de A2, c'est ce point-là, c'est ce réel-là. L'image de AN-1, c'est ce nombre réel-là, à peu près ici. Bon, l'image de AN, c'est alpha n moins 1. Bon, on définit l'intégrale de Riemann, bien sûr, de la fonction en escalier phi, l'intégrale de A à B de phi de x dx. C'est sigma de i égale 0 à n moins 1, alpha i, ai plus 1 moins ai. Donc c'est alpha 0 fois A1 moins A0, donc c'est ces surfaces-là. Hein, c'est alpha 0, là c'est alpha 0. Hein, je l'ai pris positive la fonction ici, donc c'est alpha 0 multiplié par cette longueur, qui est la largeur de triangle. Donc c'est cette surface ici. Plus pour i égale 1, c'est alpha 1 fois A2 moins A1. Donc là, c'est, bien sûr, là c'est alpha 1, c'est pas alpha 2. Donc c'est alpha 1, vous voyez, donc c'est cette longueur-là, alpha 1 fois A2 moins A1, donc c'est cette surface-là. Bon, pour i égale n-1, vous obtenez alpha n-1 à n moins à n-1. Donc alpha n-1, voilà, donc c'est cette longueur-là, ok, multiplié par a n moins n-1, donc c'est cette surface-là. Vous voyez, donc l'intégrale de a à b de phi de x dx, c'est la somme des surfaces des rectangles qu'on obtient à partir de la subdivision du segment AB bien sûr. Et des valeurs, bien sûr, des valeurs alpha 0, alpha 1, alpha 2,
qui ne sont pas nécessairement distincts 2 à 2. Maintenant, si f est une fonction bornée, définie sur AB, qui n'est pas nécessairement une fonction étagée, une fonction bornée. Et E est l'ensemble de toutes les fonctions en escalier sur AB. Bon, on pose S, grand S, c'est l'inf de l'intégrale de A à B de G de X dx, où G appartient à E, ça veut dire que G est une fonction en escalier sur AB, et G est supérieur ou égal à F. Donc là, on prend toutes les fonctions en escalier qui sont supérieures ou égales à F, et on considère leurs intégrales, hein, qui sont des nombres réels, bien sûr, leurs intégrales sont des nombres réels, et on prend la borne inférieure. C'est une partie de R, cet ensemble, bien sûr, parce que l'intégrale d'une fonction en escalier appartient à R. C'est bon? Donc on prend la borne inférieure de cet ensemble-là dans R. Et petit s, qu'est-ce qu'on prend? L'intégrale de A à B de G de X dx, où G est une fonction en escalier inférieure ou égale à F. Donc on prend toutes les fonctions en escalier sur AB, bien sûr, qui sont inférieures ou égales à F, puis on prend la borne supérieure de leur intégrale, de l'ensemble de leur intégrale. Voilà. Bon, alors on dit que F est Riemann intégrable si et seulement si F est Riemann intégrable si, sur AB si et seulement si grand S égale petit s. C'est-à-dire si cette borne inférieure coïncide avec cette borne supérieure. Et dans ce cas, on appelle l'intégrale de F, qu'on note comme ça, l'intégrale de A à B de F de X dx, c'est grand S, c'est petit s. Ok? Il est égal à grand S égale petit s. Mais c'est une condition qui est très forte parce que F est Riemann intégrable si et seulement si cette borne inférieure égale cette borne supérieure. Okay. Donc, quitte donc à définir l'intégrale d'une fonction en escalier, qui est une surface, c'est clair. Okay. Puis on définit, bon, d'abord il faut définir qu'est-ce qu'une fonction Riemann intégrale. Hein. Il faut que cette borne inférieure coïncide avec cette borne supérieure. Et dans ce cas, l'intégrale de f de x dx de a à b, bien sûr, de f de x dx, c'est cette borne inférieure, c'est aussi cette borne supérieure. Bon, pour l'intégrale de Lebesgue, regardez ici. Je considère d'abord ici un espace mesuré quelconque. Ce n'est pas nécessairement un segment de R, un segment AB de R. C'est un espace mesuré quelconque, arbitraire. Donc c'est un ensemble non vide X, muni d'une tribu et d'une mesure positive. Et phi de X vers R bar plus, une fonction étagée. Bon, Riemann, il commence, bon, si vous voulez, la classe des fonctions élémentaires de Riemann, c'est la classe des fonctions en escalier. La classe des fonctions élémentaires de Lebesgue, c'est la classe des fonctions étagées. Okay. Donc, on commence par une fonction étagée, B mesurable et positive, parce qu'on va commencer par intégrer d'abord les fonctions positives. Donc, soit phi de x vers bar plus une fonction étagée, B mesurable et positive. Donc, phi s'écrit sigma de i égale 1 à n, alpha i, qui de ai. Représentation canonique. La représentation canonique. Donc, ça veut dire que les ai sont des mesures, que ai, cette famille-là est une partition mesurable de x. Donc les AI sont en vide, 10 moins 2 à 2, mesurable, et la réunion des AI, c'est x. Et les réels alpha i sont 2 à 2 distinctes. Donc ce sont les images par phi. Phi prend un nombre fini de valeurs. Les valeurs prises par phi sont exactement alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Elles sont distinctes 2 à 2. Bon, on rappelle bien sûr que dans ce cas, AI, c'est phi moins 1 du singleton alpha i, qui appartient à B, bien sûr. L'ensemble AI, il est lié à alpha i par cette relation. AI, c'est phi moins 1 de alpha i. Cette représentation est unique. Hein, la représentation canonique est unique. Donc, bon, Riemann, il a subdivisé le segment. D'abord, ici, on n'a pas de segment. Okay. On a un espace mesuré quelconque que j'ai représenté sur cet axe. Okay. C'est un ensemble abstrait. Okay. X. Donc, on ne peut pas faire le partage de Riemann. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Riemann? Il a partagé verticalement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il considère? Les valeurs prises par la fonction étagée, en les ordonnant. Alpha 1, alpha 2, alpha n-1, alpha n. Okay. Voilà les valeurs prises par la fonction étagée. Distinctes 2 à 2. Bon, les ordonnant par ordre croissant. Alpha 1, c'est la plus petite, alpha 2, c'est la suivante, et ainsi de suite. Alpha 1, alpha 2, alpha n-1, alpha n. Puis après, bon, à alpha 1, j'associe son image réciproque par phi. C'est-à-dire A1, grand A1. Grand A1, c'est phi moins 1 du singleton alpha 1. Et les éléments de A1, ils sont quelque part ici, dans X.
Bon, on ne sait pas où exactement. Bon, ils sont répartis de manière aléatoire sur X. OK? Même chose pour A2, c'est phi moins 1 du singleton alpha 2, qui est immesurable. Donc, ces éléments sont répartis aussi dans X, hein, d'une certaine manière. Et A1 inter A2 égale le vide, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, Riemann, il fait un partage horizontal, parce qu'il partage le segment. Okay. Le Bègue, il fait un partage vertical. Okay. C'est-à-dire, il considère, il s'intéresse, le Bègue, il ne peut pas faire le partage sur X, qui n'a pas de segment. Hein, et les éléments des AI sont répartis d'une manière aléatoire dans X. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il considère les valeurs prises par la fonction étagée. La fonction étagée, c'est une fonction qui prend un nombre fini de valeurs. Okay. Donc, il considère les valeurs de cette fonction étagée distinctes de Z2 et les ordonne sur R, sur l'axe réel. Là, c'est R. Okay. Puis, il considère phi moins 1 du singleton alpha 1, phi moins 1 du singleton alpha 2, phi moins 1 du singleton alpha L moins 1, phi moins 1 du singleton alpha N. Il définit l'intégrale d'une fonction étagée. La fonction étagée, la voilà, ici. Donc, l'intégrale de phi par rapport à la mesure mu. C'est sigma de i. Bon, pour Riemann, Riemann, il prend sigma de i égale 0 à n-1, je crois, de alpha i fois xi fois ai plus 1 moins ai. Ai plus 1, moins ai, c'est la longueur de l'intervalle ai plus 1. Donc, c'est sa mesure de Borel, bien sûr. OK? Donc, par analogie, le Bègue, par rapport à mu, l'intégrale de phi d mu, c'est sigma de i égale 1 à n, alpha i, mu de ai. Pardon. Il remplace la longueur par la mesure de ai. Mu est une mesure positive quelconque. Donc, par définition, l'intégrale de phi d mu, c'est sigma de i égale 1 à n, alpha i, mu de ai. C'est un élément de R bar plus, bien sûr. C'est clair, c'est un élément parce que la mesure de A1, par exemple, peut être infinie. Donc, si alpha 1 est différent de 0, et mu de A1 égale plus infini, alors l'intégrale de phi, bien sûr, c'est plus infini. Donc, bon, de manière générale, l'intégrale de phi d mu, il appartient à R bar plus. Même si phi est à valeur dans R. OK? Donc, maintenant, soit f de x vers R bar plus une fonction b mesurable positive. Une fonction b mesurable positive. Le Bègue, il commence par intégrer d'abord les fonctions b mesurables positives. OK? Bon, on note E plus l'ensemble de toutes les fonctions étagées b mesurables positives. Toutes les fonctions étagées b mesurables et positives. Sur X, bien sûr. Hein? Donc, là, il définit l'intégrale de f par rapport à mu. L'intégrale de f par rapport à mu, c'est sur X, mais on ne le mentionne pas pour l'instant. Hein? L'intégrale de f par rapport à mu, c'est sup, comme Riemann pour la borne supérieure. Sup de l'intégrale de g d mu, où g appartient à E+, c'est-à-dire g est une fonction étagée mesurable positive telle que g est inférieur ou égal à f. Donc, qu'est-ce qu'il considère ici? Toutes les fonctions étagées b mesurables et positives qui sont inférieures ou égales à f. Et il considère leurs intégrales qui est définie précédemment, ici. Okay? Puis il prend la borne supérieure. Il ne s'intéresse pas à la borne inférieure. Okay? Puis il prend la borne supérieure. Donc il ne s'intéresse pas à la borne inférieure de cet ensemble où G est supérieur ou égal à F. Non. Il considère uniquement la borne supérieure de cet ensemble. Et qui est un élément, bien sûr, de R bar plus. Parce que l'intégrale de G de d mu appartient à R bar plus. Donc la borne supérieure ici appartient à R bar plus. Bon. F est mu intégrable si et seulement si l'intégrale de F est finie. C'est-à-dire s'il est différent de plus l'infini. F étant une fonction mesurable positive, hein, à valeur dans R bar plus. Même s'il prend la valeur plus infinie, il peut être intégrable, ok? Donc, F est dite mu intégrable si l'intégrale de F d mu est finie. Donc, vous voyez la différence entre le Bègue et Riemann. Riemann, il travaille sur un segment d'abord de R. Il fait le partage sur ce segment. Donc, il fait un partage horizontal pour une fonction en escalier. Et pour une fonction bornée, il définit la borne supérieure de l'intégrale des fonctions machin telle que g est inférieur ou égal à f. Pour l'autre, c'est la borne supérieure, g est supérieur ou égal à f, pardon. Pour l'autre, c'est la borne supérieure de l'intégrale de g de a à b, bien sûr, lorsque g est inférieur ou égal à f. G est une fonction en escalier inférieure ou égale à f. Et il dit que la fonction f est Riemann intégrable si et seulement si cette borne inférieure coïncide avec cette borne supérieure.
OK? Et l'intégrale, bien sûr, de Riemann de f, c'est cette borne inférieure, c'est aussi cette borne supérieure. Par contre, le bec, bon, d'abord, il fait un partage pour les fonctions. D'abord, les fonctions élémentaires sont les fonctions étagées. Il travaille sur un espace mesuré abstrait quelconque, avec une mesure positive quelconque. OK? Donc, il considère la représentation canonique de la fonction étagée, hein, avec AI, c'est phi moins 1 de singleton alpha i, les alpha i sont distincts 2 à 2, bien sûr, et ce sont les valeurs prises par phi, et les AI forment une partition. Il définit l'intégrale de phi par rapport à mu de cette manière, c'est un élément de R bar plus, puis pour une fonction positive mesurable, hein, il définit son intégrale comme ça, qui existe toujours. L'intégrale de f d mu égale sup de l'intégrale de g d mu, g appartient à e plus, et g est un qui appartient à R bar plus, et qui existe toujours, parce que ça, c'est une partie de R bar. Plus précisément, c'est une partie de R bar plus, cet ensemble. Et on sait que toute partie de R bar admet une borne supérieure, et aussi une borne inférieure, bien sûr. Toute partie de R bar non vide. Toute partie non vide de R bar admet une borne supérieure. Bon, cet ensemble, bien sûr, est non vide parce que f est positive. Donc, il y a des fonctions étagées qui sont inférieures. Par exemple, la fonction g égale 0. G égale 0 est une fonction étagée qui est inférieure ou égale à f. Donc, 0 appartient à l'intégrale de 0. L'intégrale de 0, c'est 0 d'après la définition précédente. OK? Donc, cet ensemble est non vide. Et on sait que toute partie non vide de R bar admet une borne supérieure. Donc, l'intégrale de f, l'intégrale d'une fonction positive mesurable, une fonction positive mesurable, existe toujours. Et c'est un élément de R bar plus. Il peut être égal à plus infini. Dans le cas où cette intégrale est finie, on dira que f est mu intégrable. OK? Voilà donc pour l'introduction, pour la comparaison des deux intégrales. C'est très intéressant de comprendre ça. Bon, l'intégrale de Riemann se révèle insuffisante pour répondre à certains problèmes concrets, notamment sur les séries de Fourier, et pour des applications surtout en physique. Hein. Il ne répond pas à toutes les questions. Le gros inconvénient de l'intégrale de Riemann est le suivant. Si Fn est une suite de fonctions Riemann intégrables sur AB, qui converge simplement vers une fonction f sur AB, il n'est pas certain que f soit Riemann intégrable. Donc, si vous avez une suite de fonctions Riemann intégrables sur le segment AB qui converge simplement vers une fonction f sur le segment AB, la limite simple f n'est pas nécessairement Riemann intégrable. Et même s'il est Riemann intégrable, hein, on n'a pas l'égalité ici. C'est-à-dire, lorsqu'on calcule la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale de a à b de f de n dx, lorsqu'elle existe, bien sûr, lorsque cette limite existe, il n'est pas nécessairement égal à l'intégrale de a à b de f de x dx. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permuter, parce que là, c'est l'intégrale de a à b de la limite de f n de x. Donc, on ne peut pas permuter le signe intégral et la limite. OK? Sauf sous une condition qui est vraiment très, très lourde. Il faut que Fn converge uniformément vers F sur AB. Et ça, c'est une condition qui n'est pas toujours réalisée, hein, qui est rarement réalisée dans les applications. C'est une condition très, très, très lourde. OK? Là, vous avez un exemple, vous pouvez le regarder. Il est dans le polycopier, okay, qui justifie ça. Donc, pour surmonter cet ennui, on a réussi à définir une intégrale qui permet d'intégrer d'abord plus de fonctions que l'intégrale de Riemann. Hein? Ça, c'est sur le segment AB. Sur le segment AB, elle permet d'intégrer plus de fonctions. Plus que ça, elle permet d'intégrer des fonctions sur des espaces mesurés abstraits, qui ne sont pas des segments de R. Et pour laquelle on a un théorème simple pour le passage à la limite d'une suite de fonctions, qui permet, on a un résultat simple, très important, qui permet de permuter le signe intégral et la limite. Donc, passons au paragraphe 1, intégrale d'une fonction positive mesurable. Pendant toute la suite de ce chapitre, xb mu est un espace mesuré. E plus est le cône des fonctions étagées mesurables positives. Donc, E plus, c'est l'ensemble de toutes les fonctions étagées mesurables positives définies sur x, bien sûr, et la valeur dans R, plus, parce qu'une fonction étagée est à valeur finie toujours, et mx b r bar plus est le cône des fonctions mesurables définies de x vers r bar plus. B mesurable, bien sûr.
on notera tout simplement un plus. Lorsque l'espace mesurable XB est clair dans le contexte, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de risque d'ambiguïté ou de risque de confusion. Intégrale d'une fonction étagée positive mesurable, on a déjà parlé de ça dans l'introduction. Donc, soit f appartient à E+, une fonction étagée mesurable positive, et f égale sigma de i égale 1 à n, ai qui de ai, sa représentation canonique. Donc, ça veut dire que les ai forment une partition de x, et les ai ici sont des réels 2 à 2 distincts. Plus que ça, on a ai, grand ai, c'est f-1 du singleton ai. Donc, c'est cet ensemble, c'est l'ensemble des x appartiennent à x, tel que f de x égale ai qu'on note comme ça pour simplifier. OK? Donc, les réels, les réels A1, A2, AN sont exactement les valeurs prises par f. Et ils sont 2 à 2 distincts. Donc, les valeurs de f sont A1, A2 jusqu'à AN. Définition, on a déjà mentionné avant, on appelle l'intégrale de f étant une fonction étagée, et ça, c'est sa représentation canonique. Donc, bon, pourquoi on prend la représentation canonique? Parce qu'on sait qu'il est unique. Donc, si on prend la représentation canonique, il est unique, donc la définition de l'intégrale sera bien définie. Il n'y aura pas de risque de confusion, parce qu'on peut prendre une suite disjointe, une représentation disjointe, mais il y a plusieurs, même une infinité, c'est possible, de représentations disjointes. Par contre, la représentation canonique est unique. OK? Donc, il n'y a pas de risque de confusion ici. Donc, on appelle l'intégrale de f par rapport à mu. On intègre par rapport à la mesure mu. L'élément de R bar plus, notez intégrale de f d mu. L'intégrale de f par rapport à mu. Ou l'intégrale de f de x d mu de x. Parfois, on est amené à préciser la variable utilisée. OK? Donc, on utilisera soit cette notation, soit cette notation. Bon, la notation la plus utilisée, c'est la première. Qui sera la plus utilisée, c'est la première, l'intégrale de f d mu. Donc, l'intégrale de f d mu, c'est sigma de i égale 1 à n, ai, mu de ai. C'est une extension, c'est l'extension de la définition utilisée par Riemann pour les fonctions en escalier. Parce que pour Riemann, pour les fonctions en escalier sur un segment, là, il a si vous voulez, lambda du segment ai plus 1 dans la subdivision. OK? Donc, bon, on rappelle la convention 0 fois l'infini égale 0. C'est très utile ici. Parce que regardez, si par exemple A1 égale 0, juste pour simplifier, si A1 égale 0, et mu de A1 est infini, vous aurez 0 fois l'infini. Bon, si on n'a pas cette convention, on est coincé. OK? Donc là, cette convention est très utile ici dans la définition. Elle est indispensable dans la définition. 0 fois l'infini égale 0. Donc, si pour une fonction étagée, vous trouverez 0 fois, pour l'intégrale d'une fonction étagée, vous trouverez 0 fois l'infini, c'est 0. OK? Qui est bien utile ici lorsque la mesure de cet ensemble égale plus l'infini. OK? C'est-à-dire l'ensemble où il prend 0 égale plus l'infini, parce que vous avez 0 fois plus l'infini. Exemple. Donc, si f dans R, bien sûr, ici, f égale 3 qui 0, 1 plus qui 3, 5, plus, bon, normalement, on s'arrête ici. Mais elle prend 0 sur le complémentaire de la réunion. Sur le complémentaire de la réunion de 0, 1 et 3, 5. Voilà. Donc, il prend 0 sur qui de 0, 1, union 3, 5, complémentaire. On a. Bon, bien sûr, là, il s'agit de la représentation canonique. Parce que regardez, 0, 1, 3, 5. Et ce complémentaire, il forme une partition de R. OK? Et les AI, vous avez A1. A2, c'est 1. A3, c'est 0. Ils sont 2 à 2 distincts, donc c'est la représentation canonique. OK? C'est ce qu'on a dans la définition, de toute façon. Donc, l'intégrale de f, c'est 3 fois lambda de 0,1. L'espace mesuré ici, c'est R, BR, lambda. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est sous-entendu. L'espace mesuré ici, c'est R, BR, lambda. Donc, on aura 3 lambda de 0,1 plus 1 fois lambda de 3,5 plus 0 fois lambda, cet ensemble. OK? Donc, là, vous avez 3 fois 1 plus 5 moins 3, donc c'est 2 ici. Et là, c'est 0 fois plus infini. Parce que cet ensemble, sa mesure, c'est plus infini. 0 fois plus infini, d'après la convention 0 à l'infini égale 0, donc c'est 0. Donc vous aurez 3 plus 2 plus 0 égale 5. Si f égale 0, alors l'intégrale de f d mu égale 0. Car f égale 0 fois qui de x, qui est sa représentation canonique. Parce que f moins, il prend une seule valeur, c'est 0.
Et f moins 1 du singleton 0, c'est grand X. Donc sa représentation canonique, c'est 0 fois qui de X. Donc d'après la définition 4.1.1, l'intégrale de f, c'est 0 fois mu de X. 0 fois mu de X, c'est 0. Même si mu de X est infini. Donc retenez ça, la fonction nulle, et on doit avoir ça, bien sûr. Si f égale 0, son intégrale par rapport à mu, c'est 0. Dans le cas général, bien sûr, on travaille dans l'espace mesuré x, b mu. OK? On l'intègre par rapport à mu, de toute façon. Proposition. Bon, dans la définition précédente, dans la définition de l'intégrale d'une fonction étagée, on a utilisé la représentation canonique de cette fonction étagée. On peut utiliser une représentation disjointe quelconque et on obtient la même chose. Donc, si f égale sigma de j égale 1 à m bj, qui bj est une représentation disjointe mesurable quelconque de f. Ça veut dire que les bj sont mesurables disjoints 2 à 2. Ils ne forment pas nécessairement une partition de x. Les bj sont des constantes réelles qui ne sont pas nécessairement 2 à 2 distinctes. Alors, malgré ça, on a encore l'intégrale de f d mu égale sigma de j égale 1 à m bj mu de pj. On obtient une forme similaire. OK? Ça va nous simplifier la tâche, bien sûr. En d'autres termes, l'intégrale de f d mu ne dépend pas de la représentation disjointe choisie pour décomposer f. Ceci est vrai quelle que soit la représentation disjointe mesurable utilisée pour représenter f. Quelle que soit la représentation disjointe de f. OK? On obtient toutes ces sommes sont égales. Elles donnent le même élément de R bar plus. OK, c'est un élément de R bar plus, bien sûr. C'est l'intégrale de f, bien sûr. On suppose d'abord que les BJ forment une partition mesurable de x. Donc ça veut dire que les BJ sont non vides, disjoints 2 à 2, et la réunion de BJ, c'est x. Donc c'est une partition. On suppose d'abord que les BJ, la famille des BJ, forment une partition de x. BJ, bien sûr, c'est la famille qui est là. La représentation disjointe. Mais voilà, les BJ, B1, B2 jusqu'à Bm. Okay. On suppose qu'ils forment une partition. Mais attention, les BJ, les réels BJ ne sont pas nécessairement 2 à 2 distincts. Donc si on suppose que les BJ forment une partition, ça ne veut pas dire que cette représentation coïncide avec la représentation canonique. Ça reste une représentation disjointe, bien sûr. Parce qu'on n'impose pas au BJ d'être 2 à 2 distincts. Et bien sûr, quelles sont les valeurs de la fonction? Revenons d'abord à la représentation canonique. Les valeurs prises, les images, les valeurs prises par la fonction sont A1, A2 jusqu'à AN. OK? Et d'après cette représentation, bien sûr, les valeurs prises par la fonction sont B1, B2 jusqu'à Bm. Donc, ça veut dire que l'ensemble des BJ, c'est l'ensemble des AI. Bon, quelle est la différence? C'est que ici, les AI sont 2 à 2 distinctes. OK? Et les BJ ne sont pas nécessairement 2 à 2 distincts. Donc, déjà, vous avez M, il est supérieur ou égal à N. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a bon, ça, c'est l'ensemble des AI, mais il y a des répétitions. C'est-à-dire, on peut avoir A1 deux fois. On peut avoir B1 égale B2 égale B3 égale A1, et ainsi de suite. OK, c'est le même ensemble. La seule différence, c'est que là, il n'y a pas de répétition. Les AI sont distincts 2 à 2. Et là, il y a des répétitions. Ça veut dire que les BJ ne sont pas nécessairement 2 à 2 distincts. Bon, pourquoi cet ensemble coïncide par cet ensemble? Parce que ça, c'est l'ensemble des valeurs prises par F, et ça, c'est aussi l'ensemble des valeurs prises par F. Donc, elles doivent être égaux. Notons ici que les BJ ne sont pas nécessairement 2 à 2 distincts. Voilà, c'est expliqué ici. Pour tout i appartient à N, OK, on pose JI, regardez, chaque BJ, c'est un AI. Et chaque AI, c'est un certain BJ, bien sûr. Donc, si je fixe I ici, hein, il y a au moins un BJ qui coïncide avec AI. Hein, il peut y avoir un BJ, ou deux BJ, ou trois BJ, ou 17 000 BJ. Hein, OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour y fixer, je considère tous les indices J entre A et M tels que BJ égale I. C'est-à-dire, je considère tous les I fixés.
Donc AI est fixé. Donc je considère tous les BJ ici qui sont égaux à AI. Donc cet ensemble est non vide. Il contient au moins un élément. Parce qu'il existe au moins un BJ qui coïncide avec AI. Au moins un. C'est bon? Donc je considère dans JI, je mets tous les indices J entre 1 et M tels que BJ égale AI. Les définitions de AI et JI. Voilà la définition de JI. AI, c'est F-1 du singleton AI. C'est-à-dire AI, c'est cet ensemble, l'ensemble des X tel que F de X égale AI. Tous les X qui appartiennent à X tel que F de X égale AI. Donc les définitions de AI et JI donnent pour tout qui appartient à N, AI qui est par définition égale à 700, c'est la réunion sur J appartient à JI de BJ. Et BJ égale AI, quel que soit J appartient à J. Ça, c'est par définition, c'est clair. Parce que si je prends J appartient à JI, donc elle appartient à cet ensemble, ça veut dire que BJ égale AI, c'est clair. Bon, pourquoi on a la réunion ici? Regardez. Qu'est-ce qu'on a dans JI? Hein? On a tous les BJ qui coïncident avec AI. Donc, c'est normal. AI, c'est la réunion des BJ. Parce que quel que soit J appartient à JI, hein? Si je prends J appartient à JI et X appartient à BJ, son image, F de X, c'est BJ. Mais BJ, c'est AI. Donc, elle appartient à cet ensemble. Si je prends un J qui n'appartient pas à JI, hein? Un J qui n'appartient pas à JI, et X appartient à BJ, son image est différente de AI. Vous voyez? Donc, il n'appartient pas à cet ensemble. Donc, cet ensemble, F-1 singleton AI, c'est exactement cette réunion-là. Hein? Par définition de JI et par définition de AI. Voilà la définition de AI. OK? Donc, on a AI, c'est la réunion des BJ telles que J appartient à JI, et BJ égale AI, quel que soit J appartient à JI. Je rappelle que les BJ ne sont pas nécessairement distincts 2 à 2. Par contre, les AI le sont. Pardon. Les AI sont distincts 2 à 2. D'autre part, il est clair que les JI lorsque I est compris entre 1 et N, est une partition de 1M. Regardez. D'abord, ils sont non vides. Ils sont non vides grâce à ça. Bien sûr. Si je fixe AI, il existe au moins, puisque vous avez l'égalité, si je fixe AI, il existe au moins un BJ qui coïncide avec AI. Donc les JI sont non vides, c'est clair. Et ils sont distincts 2 à 2. Parce que regardez, si J appartient à JI, inter JK. Donc ça veut dire que BJ égale AI égale AK. OK? Et ça, c'est impossible parce que les AI sont 2 à 2 distincts. Et la réunion, bien sûr, trivialement, c'est 1, 2, M. Donc, il est clair que, non, que les JI, lorsque I décrit l'ensemble 1, 2, N, est une partition de cet ensemble, de 1, 2, M. Par suite, on a sigma de I égale 1 à N, AI mu de AI, égale sigma de I égale 1 à N, AI. Bon, regardez, d'après 4.1, car mu est additif. Je reviens à 4.1. Regardez, AI, c'est la réunion des BJ lorsque J décrit JI. Et les BJ sont disjoints 2 à 2. Donc, mu de AI, c'est la somme sur J appartient à JI de mu de BJ. Parce que la mesure mu est additive. C'est une réunion finie, bien sûr, ici. C'est une réunion finie d'éléments de l'attribut qui sont 2 à 2 disjoints. Donc, mu de AI, c'est la somme sur J appartient à JI de mu de BJ. Donc, je peux remplacer ici mu de AI par cette somme. D'après 4.1, car mu est additif. Mu est additif, bien sûr, et les BJ sont 2 à 2 disjoints, c'est clair. OK? Donc, vous mettez le AI à l'intérieur ici. Donc, qu'est-ce que vous obtenez? Parce que le AI ne dépend pas de J. Hein, donc, je peux le mettre à l'intérieur ici. Donc, j'obtiens sigma de I égale 1 à N. Sigma sur J appartient à JI.
AI mu de BJ. OK? Mais si J appartient à JI, revenons à 4.1. Si J appartient à JI, j'ai BJ égale AI, donc AI égale BJ. Donc je peux remplacer AI par BJ, parce que J appartient à JI. Donc ici, j'ai J appartient à JI, donc je peux le AI que j'ai mis ici à l'intérieur, je peux le remplacer par BJ. Voilà. Par définition de JI. OK? Toujours d'après 4.1. Et là, bien sûr, regardez, c'est la somme de I égale 1 à N de la somme sur J appartient à JI. Cet ensemble dépend de l'indice I, bien sûr, BJ. Donc, c'est la somme sur J appartient à la réunion des JI. C'est la somme sur J appartient à la réunion, parce que vous avez la somme sur J1, union, plus la somme sur J2, plus la somme sur, jusqu'à la somme sur Jn. Donc, c'est la somme sur J appartient à la réunion des JI de BJ mais de BJ. Or, la réunion des JI, c'est cet ensemble, parce qu'ils forment une partition de cet ensemble. Hein? Ça, c'est très important, bien sûr, parce que c'est une partition de cet ensemble. Hein? Donc, c'est la réunion sur, c'est la réunion, c'est la somme, pardon, sur la réunion, parce que c'est une partition. OK? Ils sont disjoints 2 à 2. Et leur réunion, c'est 1M, donc on se ramène à la réunion de J égale 1M, BJ mu de BJ. Voilà, donc, car GI est une partition de 1M. C'est terminé, c'est ce qu'on veut établir. Dans le premier cas, bien sûr, parce que dans le premier cas, on a supposé que les BJ forment une partition de, c'est ce qu'on a supposé au début. Voilà. On suppose d'abord que les BJ forment une partition mesurable de X. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Si les BJ ne forment, si cette famille n'est pas une partition de X, bon, ça veut dire quoi n'est pas une partition de X? Ça veut dire que les BJ peuvent être vides, hein, ou la réunion n'est pas égale à X. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Je prends J, l'ensemble des J entre A et M, tel que BJ est différent de vide. C'est-à-dire, on va éliminer les BJ qui sont vides. On considère uniquement les BJ qui sont non vides. Donc, je prends grand J, l'ensemble des J, tel que J compris entre A et M, et BJ est différent de vide. Et je prends B0, donc je prends la réunion de tous ces BJ. Hein, les BJ qui sont non vides. Je prends la réunion, je prends le complémentaire de leur réunion, bien sûr, parce qu'il faut que B0 soit disjoint avec ces BJ-là. Donc, je prends le complémentaire de la réunion. Et je prends, bien sûr, et je prends B0 égale 0. Donc, si B0 est différent de vide, hein, si B0 est différent de vide, bon, s'il est non vide, B0, la fonction prend bien sûr la valeur 0 sur cet ensemble. C'est clair? OK? Parce qu'il prend les BJ, il prend B1, B2, Bm sur grand B1, grand B2, grand Bm. Hein. Mais sur le complémentaire, il prend 0, bien sûr. OK? Donc, si B0 est différent de vide, la famille BJ, J appartient à grand J, cet ensemble-là, hein, union le singleton 0, pour ajouter cet ensemble, et cette valeur, bien sûr, est une partition mesurable de X. Bien sûr. Parce que les BJ au départ, ils sont disjoints 2 à 2 parce que vous avez une représentation disjointe. Donc, ils sont disjoints 2 à 2 et la réunion des BJ, c'est X. Donc, la réunion des BJ, lorsque J appartient à J, union B0, c'est X. Si B0 est différent de... attends, je m'excuse. La réunion des BJ au début, c'est pas nécessairement X. C'est une représentation disjointe. OK? Ils sont 2 à 2 disjoints. Donc, si on ajoute le complémentaire de la réunion ici, on obtient une partition mesurable de X. C'est pour ça qu'on doit considérer cet ensemble J, parce que les éléments d'une partition ne sont pas vides. Donc, on considère uniquement les BJ qui ne sont pas vides. Puis, le complémentaire de leur réunion. Comme ça, on obtient une partition mesurable. Donc, cette famille-là est une partition mesurable de X. Et F, c'est sigma sur J appartient à J union 0 de BJ qui de
BJ. Parce que si BJ égale le vide, regardez, si BJ égale le vide, qui de BJ, c'est 0. OK. Si J égale 0, hein, j'ai B0 égale B0 fois B0, c'est-à-dire 0 fois qui B0, c'est 0. Donc, il est clair que F, c'est cette somme-là. Donc, j'ai éliminé les BJ qui sont vides, parce que si BJ est vide, sa fonction caractéristique, c'est 0. Et j'ai ajouté B0 fois qui B0, qui est nul, bien sûr, parce que B0 égale 0. Donc, je peux ajouter 0, il n'y a pas de problème. Donc, le cas précédent entraîne alors, donc, vous voyez, là, vous avez une somme, hein, vous avez une partition, là, voilà, hein, et F prend cette forme-là. OK? Avec l'ensemble d'indices J, parcourt cet ensemble. J union, le singleton, 0. Donc, d'après le cas précédent, on a l'intégrale de F, c'est sigma sur J appartient à J union 0 de BJ mu de BJ. Et ça, bien sûr, c'est sigma de J égale 1 à M, BJ mu de BJ. Donc, on complète par les zéros, bien sûr, parce que si BJ est vide, vous avez 0. Donc, 0 ici, bon, ça ne change pas cette somme-là, c'est 0. Voilà. B0 égale 0, et BJ égale le vide si J n'appartient pas à J. Donc cette somme égale cette somme. Voilà. Dans le cas contraire à quoi? C'est-à-dire si B0 égale le vide. Si B0 égale le vide, ça veut dire que les BJ ici forment une partition mesurable. Parce qu'ils sont en vide, hein, disjoint 2 à 2, et leur réunion c'est X, puisque B0 égale le vide. Donc dans le cas contraire, cette BJ, J appartient à J, est une partition mesurable de X et F égale sigma sur J appartient à J, BJ qui de BJ. On conclut alors de manière similaire. Je termine par cette remarque et cet exemple. Pour tout A appartenant à B, on a l'intégrale de qui à d mu égale mu de A. Retenez cette relation. L'intégrale de qui à d mu, c'est mu de A. Car qui A, c'est 1 qui A plus 0 qui AC. C'est 1 fois qui A plus 0. Ça, c'est une forme, attention, c'est une représentation disjointe. Attention, ce n'est pas nécessairement la représentation canonique. C'est la représentation canonique si A est différent de vide et AC est différent de vide. Donc, si A est différent de vide et AC est différent de vide, c'est la représentation canonique. Dans le cas général, c'est une représentation disjointe. Donc, l'intégrale de qui A d mu, c'est mu de A, car qui A, c'est 1 qui de A plus 0 qui de AC. Donc, si x b mu égale r br lambda et f égale qui 0,1 plus 3 qui de 4, on a l'intégrale de f d mu, c'est 1 fois lambda de 0,1 plus 3 fois lambda de 4. Parce que là, c'est une représentation disjointe. OK? Ce n'est pas la représentation canonique, mais c'est une représentation disjointe. Okay? Parce que 0,1 inter de 4, c'est l'ensemble. Donc, d'après la proposition précédente, l'intégrale de f, c'est 1 fois lambda de 0,1 plus 3 fois lambda de 4. Donc, ce qui donne alors 1 plus 3 fois 2. Donc, ça donne 7. Voilà. Merci pour votre attention à une autre vidéo, Inch'Allah ta'ala.